Bien, mesdames et messieurs, bien le bonjour. Bienvenue ici à cet événement conjoint signataire et Wüst et Partner. C'est un plaisir de vous accueillir ici dans ce lieu, dans ce nouveau quartier genevois. Donc, mon nom, c'est Laurent Isoard. Je suis directeur général de Signataire. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui, effectivement, de vous accueillir ici en partenariat avec Wüst et Partner. Donc, juste pour la petite histoire, pour ceux qui auraient raté cette information, donc nous signataires, avons rejoint le groupe Wüst à la fin de l'année 2023. Donc maintenant, nous voyageons ensemble dans le monde de l'immobilier, de la durabilité, de la data et de toutes ces valeurs-là. Et du coup, c'était l'occasion aussi de faire quelque chose ensemble, de commun, autour des indicateurs, de la jungle des indicateurs. Et pourquoi est-ce qu'on a provoqué cet événement-là maintenant, un petit peu juste avant l'été, puis pas attendre l'événement traditionnel signataire qui est au mois de septembre, au mois d'octobre? C'est qu'il y a eu tellement d'annonces, il y a tellement de changements. C'est vrai que le poteau, il n'est pas terrible, pour ceux qui me cherchent, voilà. Pour ça, je vais me promener un peu dans la salle. Il y a eu tellement d'événements qui se sont passés au niveau des lois, des législations, des regroupements, Hamas, Reita, Grèce, enfin, tout ce que va vous présenter Olivier et Joachim, vous allez voir. Donc j'espère que vous n'aurez pas trop mal à la tête, mais si jamais, de toute façon, la conférence est filmée, elle sera disponible sur notre plateforme. Je pense qu'elle sera aussi disponible chez vous. Et vous pourrez la revoir. Si vous avez des insomnies la nuit, ça vous fera plaisir de vous repasser en boucle la liste des indicateurs et de la manière de les calculer au niveau du CO2. En tout cas, soyez les bienvenus. Et puis, je vais aussi présenter, passer la parole à Vincent Clapazon du groupe Wüst et Partner. Et moi, je vous souhaite une très très belle conférence. Bienvenue ici. Il faut dire Wistiti pour avoir un grand sourire sur vos lèvres. Et je passe la parole à Vincent. Merci. Moi, j'ai le micro-tête, donc je crois que ça va jouer avec ça. De mon côté aussi, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ici. Nous, on a fait notre événement il y a un petit peu plus d'un mois. On avait aussi accueilli Olivier pour discuter de ce rapprochement. On est évidemment ravis de ce rapprochement avec Signataire. En introduction, peut-être juste 2-3 mots aussi, la raison de ce rapprochement, pourquoi on a voulu prendre une participation chez Signataire, quels sont les éléments déclencheurs, ou pourquoi ça a bien matché, ou pourquoi on est convaincu de ce match finalement. Pour moi, il y a 3 niveaux très, très, très importants. Le premier, c'est au niveau des valeurs, parce que je pense qu'on partage, même si on n'a pas forcément encore toute la même culture d'entreprise, parce que nous, on a une grande partie en Suisse allemande, etc. Mais on a en termes des valeurs, on partage les mêmes valeurs. Hein, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'excellence et puis c'est l'indépendance. Pour nous, c'était très important de trouver une société qui partage ces valeurs-là. Et là, pour ça, on est ravis, en tout cas, depuis ce rapprochement, depuis octobre. On constate on a la même philosophie. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour nous, c'était stratégique, clairement, parce que la durabilité, c'est un pan de l'immobilier qu'on surveille, qu'on souhaite développer depuis pas mal d'années. Alors, on a eu une équipe un peu interne pour le faire. On a acheté aussi une société côté zurichois qui s'appelle Durable. Alors, ils ont pris le nom roman, mais à Zurich, ça fait un peu moins penser à la durabilité tout de suite, mais ça s'appelle Durable. Ils sont un peu spécialisés dans la physique du bâtiment, dans certaines labellisations, mais plutôt au niveau des quartiers, SNBS, etc. Et puis, on a eu l'occasion de discuter avec Signataire et puis de faire ce rapprochement qui nous paraissait finalement logique. Logique pourquoi? Et ça, c'est mon dernier point, c'est au niveau opérationnel, parce que nous, on souhaite créer une chaîne de valeur importante pour le client. La durabilité en fait évidemment partie. Et là, je vais juste faire 2-3 petites phases de vie d'immeuble. Je regarde Olivier parce qu'il va avoir des grands yeux. C'est mes mots je vais vulgariser ce que je peux par rapport à ça. Donc pour moi, il y a une première phase dans la vie de l'immeuble où un immeuble existant, c'est peut-être une phase diagnostique, l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe. Et là, Signataire est très fort là-dedans. C'est une approche bottom-up, comme vous dites, par le bas. Où on va regarder vraiment chaque immeuble, les indicateurs, les consommations, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il ne va pas bien? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ça, c'est un peu cette première phase que nous, on ne faisait pas clairement Wüst Partner. La deuxième phase, c'est un peu le diagnostic plus état des lieux et puis les scénarios de travaux, où là aussi, Signataire est assez fort, en tout cas pour des diagnostics plus, parce que fort du constat peut-être de défauts d'immeubles, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? Il aime bien parler des quick wins, je pense qu'on en parlera après, mais qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, rapidement pour améliorer les consommations, les émissions ou le fonctionnement de l'immeuble. Et puis après, on a une phase d'analyse des travaux potentiels. La Signataire le fait, Wüst Partner le fait. Donc
Ça, c'est aussi un élément très complémentaire. Puis après, on a une phase, je dirais, plutôt de réalisation ou d'analyse, d'aide à la décision pour le client. Et là, il y a souvent un lien qui est fait entre la partie technique, environnementale et économique. Et là, c'est clairement un élément où nous, on intervient plus, puisqu'on est... on est aussi, on est avant tout expert immobilier. Et là, on peut faire le lien, on peut faire des analyses de scénarios en fonction de scénarios qu'aurait fait signataire ou Vus Partner sur des travaux énergétiques. Quelle est l'influence, quel est l'impact de ces travaux? Est-ce qu'il y a une plus-value? Est-ce qu'il y a une mise en valeur possible sur l'immeuble? Donc l'évolution de la valeur finalement à travers ces travaux. Là, on est très bon. Et puis une fois qu'on a pu aider le client à décider, il y a peut-être une phase d'exploitation, ou en tout cas une phase de travaux à prévoir. Et là, on a de nouveau un AMO Énergie signataire qui est assez bon là-dedans, très bon là-dedans. Donc on a de nouveau dans cette phase après de mise en application la possibilité de passer par signataire. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait les travaux, on a une phase d'exploitation, une nouvelle phase d'exploitation pour un immeuble. Et là, on a de nouveau peut-être des indicateurs à aller chercher, une étiquette à recalculer. Signataire le fait très bien. Et puis, l'évolution des valeurs. Une fois que j'ai payé des travaux en année 1, en année 2, qu'est-ce que ça représente sur mon immeuble? Qu'est-ce que ça représente sur mon portefeuille? Puis là, c'est de nouveau quelque chose que Vust peut facilement réaliser. Donc voilà, on a comme ça un peu, on va dire, couvert la chaîne de création de valeur. Et puis, pour ça, on est ravis. Et pour ça, c'était un rapprochement stratégique qui fait totalement sens, comme disent les Suisses allemands, SmartSyn. Donc, on est ravis et merci encore de l'accueil. Et puis, on se réjouit de cette présentation. Merci beaucoup. Et on va démarrer tout de suite avec Olivier, je crois. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Bonjour mesdames et messieurs. Joachim, si tu peux aussi venir. Donc on a prévu une première partie qui est un peu une présentation théorique et état des lieux sur les indicateurs énergétiques et CO2 pour le domaine bâti, avec une première mise en contexte. Et ensuite, Joachim va parler vraiment de tout ce qui est indicateur normé et vous faire une démonstration sur la plateforme et les outils signataires de comment visualiser ces différents indicateurs. Donc voilà, pour cette première partie, on va se partager les explications à deux. Alors moi, je vais un peu me décaler, puis comme ça. Pour la mise en contexte, les enjeux de résilience du domaine bâti, vous le savez, c'est le changement climatique, la raréfaction des ressources, et puis on a aussi un contexte économique et social aussi à maîtriser, et on va le voir à travers plusieurs défis. Les défis du domaine bâti, vous savez que c'est un gros terrain de jeu pour tout ce qui est consommation en Suisse, avec 44% de la consommation d'énergie primaire, et malheureusement 90% à base d'énergie fossile, vous le savez, 26% du bilan CO2 en Suisse. Et quand je parle du contexte social et économique, on voit que pour réaliser cette transition énergétique, on est en pénurie. On est en pénurie de matériel, de technique et surtout d'humains. Alors peut-être que vous le vivez tous les jours aujourd'hui. Il nous manque pour réaliser cette transition près de 150 000 équivalents plein temps pour réaliser la rénovation et la transformation des bâtiments. Et bien évidemment, on doit attendre de cette transition des co-bénéfices au niveau du confort des occupants, de la santé, des équités sociales, et puis une nouvelle thématique et une approche globale. Et là, encore une fois, pour reprendre les mots de Vincent, on peut avoir une vision consolidée avec les outils, notamment de Vust, sur la résilience, on va dire, des bâtiments, mais face à plein d'aléas et de risques qui ne sont pas forcément que climatiques, mais qui peuvent être aussi structurels ou différents risques techniques pour rendre ces bâtiments résilients. Alors, ce double tacle, cette double approche, énergie, CO2, on va la retrouver, et puis ça date de longue date, où on a une stratégie en Suisse qui est énergétique et climatique. On a vu venir ces dernières années le CO2 qui est mis en avant, mais en fait, depuis les années 2000, on a cette vision d'un côté de société à 2000 watts. Alors, comme vous le savez, on est toutes et tous des Ironman
avec des esclaves techniques qui fait qu'on a 6300 watts en permanence derrière chacun des Suisses. Et en fait, on pourrait diviser par 3. L'Américain moyen, il est à 12 000 watts. Pour le même indice de développement humain, qualité de vie, etc., les Américains pourraient diviser par 10, nous par 3, pour atteindre une société de partage à 2000 watts pour toutes les activités pour nous. Et puis l'objectif qu'on s'était fixé aussi dans les années 2000, 2000 watts, c'est 2 tonnes de CO2 par habitant. Aujourd'hui, on est à 14 tonnes. 5 en Suisse et 9 importés. Donc on s'est fixé des objectifs de réduction d'émissions de CO2 avec, on le sait, avec les techniques et tout ce qui va être transformation de nos activités, on va avoir une réduction, mais on va arriver au bout du scotch, on va dire, en termes de technique. Il faudra créer des émissions négatives par la reforestation, la capturation du CO2 en sortie, par exemple, de cheminées pour les cimenteries, etc. Et donc, il y aura tout un marché aussi des émissions négatives qui va se mettre en place pour atteindre ce fameux net zéro carbone, mais pas que en émissions directes, indirectes et d'énergie grise de la transformation. Alors, l'objectif, c'est émissions net zéro en 2050. Et puis, avec là aussi la nouvelle loi sur l'énergie qu'on a votée le week-end dernier, cette vision de société d'une moite avec une sortie progressive du nucléaire, ou en tout cas la promotion à fond des énergies renouvelables, et notamment pour l'électricité. Alors, si maintenant on passe de ces objectifs globaux, énergie, CO2 à l'échelle suisse, dans le domaine bâti, ça veut dire quoi? Alors, on a vu aussi ces dernières années pléthore de plans directeurs, plans climat, qui convergent vers un fait qu'aujourd'hui, c'est 1% de taux de rénovation année après année. On doit augmenter ce taux de rénovation, passer à 2,5% de taux de rénovation d'ici 2030 et d'ici 2050 à 4%. Avec à chaque fois des rénovations en très haut standard de performance énergétique. Donc c'est aller plus vite et avec des rénovations de meilleure qualité. On a voté la loi sur le climat et l'innovation en 2022 avec des objectifs scope 1, c'est-à-dire émissions directes. On y reviendra tout à l'heure. On fera vraiment le focus sur, attention, le périmètre dont on parle. Donc là, on parle d'émissions directes sur la base de 1990, une réduction de 82% d'ici 2040 et 100% d'ici 2050. Et puis, ce qui arrive, et là, on fera vraiment le focus de qu'est-ce qui est aujourd'hui dans la loi et qu'est-ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est le modèle de prescription énergétique des cantons. Alors, vous savez qu'au niveau fédéral, il y a les lois sur le CO2, lois sur l'énergie, lois sur l'approvisionnement, mais c'est le bien construire et bien rénover, c'est les lois cantonales, lois et règlements cantonaux. Et là, il y a un comité qui s'appelle les délégués, les directeurs et délégués à l'énergie cantonaux, qui ont créé ce qu'on appelle un modèle de prescription avec des modules obligatoires et des modules facultatifs. Et ce qu'il y a dans le pipe du MOPEC 2025 qui sera applicable au maximum d'ici 2030, c'est plusieurs axes de travail. Le premier, c'est l'abandon des énergies fossiles, donc plus de gaz, plus de mazout pour toute activité en Suisse. C'est les passoires énergétiques avec les bâtiments donc, qui ont des étiquettes enveloppes F et G qui devront être assainis et rénovés. Si on était avec la taxonomie européenne, aujourd'hui, ces passoires énergétiques, on ne peut plus ni les louer ni les vendre. Donc on n'en est pas là, mais on va avoir une pression sur l'efficacité, donc sur la partie énergie. L'électrification du chauffage avec le passage à la pompe à chaleur et évidemment la promotion de la mobilité électrique. L'autoproduction au maximum, alors ça on l'a déjà dans certaines lois, avec dès qu'on touche à une toiture, on doit mettre 30% de production solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, voire mettre du photovoltaïque. Et le bâtiment va devenir un hub énergétique, donc s'interfacer avec, pour pouvoir produire sur place et approvisionner à l'échelle du quartier ou à l'échelle d'une zone. Voilà, ça c'est le contexte un peu politique. Maintenant, vous vous apercevez, et puis vous êtes toutes et tous là à faire aussi des publications, ou en tout cas des engagements sur vos bâtiments, sur votre portefeuille. Et là, aujourd'hui, voilà, on est victime de la jungle des standards. Pourquoi cette jungle des standards? Parce qu'en fait, on compare des pommes avec des poires, parce qu'on ne prend pas les mêmes périmètres et les mêmes balances
pour modéliser, ou en tout cas pour qualifier un bâtiment, est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon, d'un point de vue énergie, d'un point de vue CO2. Là, Joachim reviendra dans le détail sur ces différents graphiques, mais juste en préambule, vous montrer que si on parle sur la droite, on a les combustibles qui sont plutôt, qu'est-ce qui est émis directement sur le bâtiment, on parle de scope 1. Ce qui est approvisionné via un chauffage à distance ou un réseau électrique, c'est le chauffage à distance, on parle de scope 2, donc 1 plus 2. Et la partie 3, scope 1 plus 2 plus 3, c'est la partie électricité des communs avec les émissions directes et indirectes. Alors la KBOB avec la SIA, la Société des ingénieurs architectes, édicte des normes techniques qui permettent d'avoir une vision la plus globale, en tout cas au niveau de l'exploitation des bâtiments. Donc on voit c'est le périmètre vert. Et puis quand on compare dans le même graphique des bâtiments qui eux se mesurent par exemple avec, on y reviendra, RAIDA avec les facteurs INTEP, c'est que du scope 1 des émissions directes pour les combustibles, le chauffage à distance et l'électricité, on voit que ce n'est pas le même périmètre qui est pris en compte. Et encore plus, si on parle d'étiquette CECB, et lorsqu'on fait un CECB, un CECB+, et qu'on prend le bilan CO2 à l'issue de ces audits, eh bien, on va prendre que la partie combustible scope 1, avec des facteurs qui ne sont pas les mêmes que ceux de la KBOB et que de RAIDA, avec des facteurs de l'Office fédéral de l'environnement. Donc on voit qu'on a un problème de périmètre, on a un problème de balance, on a un problème d'indicateur, et donc c'est la jungle. Et puis comme on le verra, il y a des indicateurs pour communiquer, des indicateurs pour faire le job, comme on dit, pour vraiment avoir une vision pour l'assainissement des bâtiments. Alors, je vais les reprendre un par un, ou en tout cas dans les grandes lignes. Joachim vous les montrera après, ces indicateurs. Lorsqu'on parle de CECB enveloppe, ce n'est pas trivial parce que ça doit être calculé par bâtiment. C'est un rapport entre les besoins effectifs de chaleur du bâtiment, ce qu'on appelle le QH, sur la valeur limite admise pour ces typologies de bâtiments, le QH limite. Et là, ce n'est pas trivial parce que bien souvent, moi j'ai participé à plusieurs séminaires, on fait un passage immédiat entre énergie et efficacité, étiquette enveloppe. En fait, pas du tout. On doit prendre en compte le facteur de forme du bâtiment, on doit prendre en compte le système énergétique, c'est du chauffage au gaz ou mazout avec le rendement de transformation, et on doit prendre en compte la typologie du bâtiment parce que les objectifs pour une villa, ce n'est pas les mêmes que pour un bâtiment administratif ou pour un bâtiment locatif. À titre d'exemple, on parlera d'indice de dépense de chaleur. Un 450 mégajoules à Genève pour une villa, c'est une étiquette D ou E enveloppe, alors que 450 mégajoules pour un immeuble de 6 étages de logement, c'est une étiquette F. Et un bâtiment administratif, c'est une étiquette G. Donc en fait, il n'y a pas une conversion directe entre la consommation et l'efficacité enveloppe des bâtiments, donc notamment pour pouvoir répondre à des objectifs du modèle de prescription énergétique qui doit, donc les F et G doivent être rénovés respectivement à 10 ans pour les G et 15 ans pour les F, vers une étiquette enveloppe D. Et si on dépose un projet en autorisation de construire ou de rénover, là l'objectif c'est plutôt ceux de la norme, on doit prendre ces bâtiments qui ont une mauvaise étiquette d'enveloppe vers une étiquette C. Et ça on les représentera graphiquement tout à l'heure, on vous montrera comment. Donc une approche efficacité enveloppe, une approche notamment sur Genève, mais qui est un indicateur super intéressant que nous, de toute manière, on calcule pour tous les bâtiments, pour tous les cantons en Suisse, c'est l'indice de dépense de chaleur, c'est-à-dire chauffage et production d'eau chaude, et qui, lui, est corrigé climatiquement. Et donc on va suivre l'évolution de cet indice de dépense de chaleur, avec un seuil obligatoire aujourd'hui dans la loi genevoise, où tous les bâtiments doivent être rapportés à un certain seuil de 450 mégajoules, et des objectifs qui sont dans le plan directeur mais qui ne sont pas encore dans la loi, notamment 2030 avec 350 mégajoules et 2050 avec 230 mégajoules. Donc on voit qu'on a des objectifs, des méthodes de calcul, des objectifs qui sont dans la loi, des objectifs qui sont dans des plans directeurs, et tout ça aussi, on va pouvoir vous les montrer graphiquement pour que vous soyez attentifs à ça. Une autre approche aussi, lorsqu'on parle de CO2, là on parlait d'énergie, maintenant on parle de CO2, le scope 1, donc émissions directes, et on va parler principalement de gaz et de mazout.
avec les facteurs de l'Office fédéral de l'environnement, qui correspond à l'étiquette CO2 du CECB. Et là, on a des objectifs. On a voté la loi sur le climat et l'innovation. Aujourd'hui, dans la loi CO2 qui va être pendante à cette loi climat et innovation, on n'a pas encore des objectifs chiffrés par mètre carré. Alors nous, on les a modélisés, mais ils vont sortir pour le domaine bâti, qui sont vos bâtiments, quand on les pèse avec cette balance-là, ils devront atteindre 3,5 kg d'ici 2040 en kilo de CO2 par mètre carré et le net zéro carbone d'ici 2050. Ça aussi, on va les visualiser tout à l'heure. Et lorsqu'on parle de vision globale, en tout cas d'exploitation, voire de transformation du bâtiment, le seul indicateur qu'on a et les seules méthodologies physiques que l'on ait, c'est les normes SIA. C'est ce que nous, on appelle vraiment l'outil pour vraiment faire de la physique du bâtiment. C'est les normes SIA et qui permettent d'avoir une vision scope 1, plus 2, plus 3, au niveau de l'exploitation et au niveau de la transformation. Donc cette norme, malheureusement, elle est encore en consultation. Donc là, on arrive au bout de la consultation, mais elle va sortir prochainement, avec des limites au niveau de l'énergie grise de la construction, 9 pour un bâtiment, 9 kg par mètre carré pour un bâtiment neuf, 5 kg pour la transformation d'un bâtiment, et 2 kg d'exploitation pour un bâtiment neuf, et 4 kg d'exploitation pour la transformation lors d'un bâtiment transformé. Voilà. Alors, je vous donne deux exemples de graphiques. Après, on les verra dans le portail avec la démonstration. Mais deux exemples de graphiques. Le premier qui reprend ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'énergie représentée sous forme d'étiquette CECB enveloppe. Donc, vous vous souvenez, on a un modèle de représentation qui, à chaque fois, la taille du cercle, c'est la taille de surface de référence énergétique, donc la taille du bâtiment. Et puis, leur positionnement avec sur l'axe des X, l'énergie, là, sous forme d'étiquette enveloppe, et sur l'axe des Y, les kilos de CO2 selon le standard que vous allez utiliser et les valeurs cibles. Donc, on voit d'un côté, pour l'étiquette enveloppe, les objectifs du MOPEC 2025 ou la valeur limite lorsqu'on applique la SIA 380, et puis les objectifs CO2 2040 de la loi climat et innovation et 2050. Et en fait, l'objectif, c'est que toutes ces bulles-là que vous voyez, eh bien, d'ici 2040, rentrent dans le premier rectangle qui est ici, et d'ici 2050, dans le rectangle qui est là. Donc voilà l'objectif qu'on s'est fixé sur cette partie-là. Je fais juste une petite parenthèse, et puis vous allez voir le biais intellectuel qu'on nous fait vivre. Ici, vous voyez plein de bulles à zéro, en fait, hein, et puis des bâtiments qui ne sont pas du tout performants, hein, vous voyez, en termes d'étiquette enveloppe. En fait, maintenant, aujourd'hui, si on veut répondre à la loi climat et innovation pour un propriétaire d'un bâtiment qui peut être une passoire énergétique, je me mets sur une pompe à chaleur, je mets 0 en CO2. Je me mets sur un chauffage à distance, je me mets 0 en CO2. Et pire que tout, si je prends un contracteur énergéticien qui me rachète ma chaudière et qui va me faire du contracting gaz-mazout sur mon bâtiment, vu que je lui file la patate chaude en termes d'objectifs d'émissions directes, ça veut dire que mon bâtiment, je vais le mettre en 0 sur le CO2, alors que ça va rester une épave énergétique. Donc, il faut avoir cette vision, cette double vision, énergie et CO2, parce que, vous avez bien compris, c'est quand même un biais intellectuel de se dire « Ah, c'est cool, j'atteins les objectifs CO2 et puis je vais avoir des bâtiments qui sont des épaves en G++, en termes d'efficacité énergétique. » Et on va avoir ce même type de représentation, là, avec une vision plus complète. Et là, nous, on appelle ça, voilà, la vraie véritable représentation pour travailler. C'est toujours les mêmes bâtiments. Alors, on voit les grandes tendances. On a le mazout ici, hein, pour la même indice de consommation. On va avoir mazout, la tendance gaz ici, si on fait une droite de régression. Ici, le chauffage à distance. Ici, les pompes à chaleur ou les chaudières à bois en termes d'émissions de CO2. Alors, toujours une représentation, mais là, scope 1, plus 2, plus 3, d'un point de vue bilan CO2.
Et ici, des objectifs de la valeur limite d'exploitation de la SIA 390/1. Ça, c'est une représentation plus physique des bâtiments et sur lesquels on va commencer à travailler. Alors, le but du jeu aussi de notre activité, c'est de vulgariser tout ça. Alors, vous allez voir, on sait les représenter, on sait les communiquer, et surtout, on va vous aider à réfléchir, à vous poser des questions sur ces contraintes légales et ces objectifs pour vous poser. Alors maintenant, je passe de tout ceci qui est un peu le contexte, on va dire, légal. Maintenant, comment ça se traduit au niveau des associations et au niveau des aspects normatifs de ce que vous allez devoir produire. Merci Olivier. Donc après tous ces indicateurs plutôt normatifs, on va se concentrer sur une autre famille d'indicateurs qui sont en fait les indicateurs qui sont aujourd'hui recommandés par des associations professionnelles. Dans cette catégorie, on a des recommandations de publication, mais on a aussi, comme le souhaite la masse, de l'autorégulation contraignante, donc une obligation de calcul et de déclaration. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers mois, ces dernières années. On vous a préparé ici un graphique un peu pour remettre les choses dans le bon ordre. En mai 2022, il y a eu cette première circulaire de la masse avec une première publication de propositions d'indicateurs. On retrouvait l'intensité énergétique, le mix CO2, l'intensité CO2, etc. À l'époque, le calcul de ces éléments-là était basé sur la SIA, le KBOB, en prenant uniquement la partie scope 1 plus 2 et en sortant la partie locataire du périmètre du bilan. Suite à ça, il y a eu d'autres associations professionnelles comme la CAGAST, la ZIP, etc., qui ont émis leurs propres recommandations de publication qui s'appuient sur cette circulaire de la masse. En août 2023, REIDA a publié sa version 1.2. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément REIDA, c'est une association plutôt du côté outre-Sarine qui regroupe des acteurs majoritaires de l'immobilier en Suisse et qui ont développé leur propre benchmark. Ce benchmark, il est public, donc on peut l'utiliser, et nous, on a fait le choix de le calculer. Et du coup, quelques mois plus tard, dans une nouvelle circulaire, la masse fait désormais référence à REIDA. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur les prochains slides, essentiellement sur cette partie-là, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui changent, et surtout par rapport aux clients qui ont l'habitude de travailler avec nous depuis un certain nombre d'années, on vit quand même un bouleversement au niveau des périmètres et des facteurs d'émission qu'on va essayer d'éclaircir dans la suite de la présentation. Donc pourquoi on parle de REIDA? Comme je l'ai dit, on voit que ça semble vraiment devenir aujourd'hui une référence en termes de publication d'indices au niveau national, vu que la méthodologie est reprise par diverses associations professionnelles. Elle utilise l'effecteur d'émissions de gaz à effet de serre INTEB, donc c'est une étude qui a été réalisée pour le secteur du bâtiment en 2022. Et si vous vous rappelez le graphique qu'a présenté Olivier tout à l'heure, c'était la partie orange qui considère que les émissions directes. L'intérêt de cette méthode, c'est que dans une approche de comptabilité carbone sectorielle, elle permet en fait d'imputer le gramme de CO2 ou le kilo de CO2 émis effectivement au niveau du bâtiment et le reste, donc les émissions directes, à d'autres secteurs d'activité. Si on prend un exemple assez basique, si on se fait livrer du mazout dans l'immeuble, la combustion du mazout, c'est de l'émission directe qu'on va imputer au bilan carbone du bâtiment. Par contre, l'extraction, l'acheminement, le transport, la livraison, etc. du mazout, ça va être imputé dans un autre secteur d'activité qui est celui de la fourniture d'énergie, par exemple. Donc elle a cet intérêt, disons, au niveau national de comptabilité par secteur. Un autre avantage, c'est que la définition des scopes, cette fois, elle correspond au GHG protocole. Le GHG protocole, c'est un standard de comptabilité des émissions carbone, donc qui définit avec précision la notion de scope et le périmètre de chacun d'entre eux. Et enfin, les résultats obtenus, eux, peuvent être comparés aux courbes de descente du CREM. Donc le CREM, c'est aussi un outil aujourd'hui sous format Excel qui a été élaboré par un consortium européen et qui propose des courbes de descente CO2 par typologie de bâtiment, par pays et par région géographique. Donc aujourd'hui, on pense ici qu'il y a un bon moyen de comparer les deux éléments et de se benchmarker à quelque chose qui a une valeur au niveau européen et au niveau national. Si on passe un peu en revue les différents indicateurs de ces recommandations de publication, le premier qu'on va retrouver, c'est l'intensité énergétique qui, elle, se mesure en kilowattheure par mètre carré. À la différence de l'IDC bien connu sur le canton de Genève, on est ici sur la consommation énergétique totale du bâtiment
sans toujours les locataires, enfin la consommation des locataires ou des utilisateurs, en tout cas en Suisse. Au niveau européen, ils ont plutôt tendance à avoir une approche bâtiment complet, donc en incluant ces consommations-là. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les recommandations de la masse et la méthodologie REIDA, la partie locataire est comptabilisée, mais comptabilisée à part de l'indice qui est publié. Donc un gros changement aussi, c'est que cet indice, il est corrigé climatiquement, on verra tout à l'heure, mais ce n'est pas non plus la même méthode de correction climatique que celle de l'IDC. Donc là aussi, c'est difficile de faire une corrélation directe entre indice de dépense de chaleur et intensité énergétique. On a modélisé un objectif pour pouvoir se positionner un peu par rapport à cette intensité énergétique en prenant une courbe du CREM pour la Suisse, le scénario 1,5 degré, donc c'est 1,5 degré de réchauffement climatique. Et en prenant, comme je le disais, cet exemple-là pour un immeuble de logement, vu que pour chaque typologie de bâtiment, potentiellement, on a une valeur cible différente. Donc la courbe du CREM, on le verra après aussi graphiquement, mais elle s'arrête à 60 kWh par mètre carré d'ici 2030. Le deuxième élément, c'est l'intensité des émissions de CO2 en kilos par mètre carré. Donc là, comme on l'a dit, c'est basé sur les facteurs INTEP, donc on est en équivalence CO2 vu qu'on prend aussi en compte d'autres gaz à effet de serre. Là aussi, en modélisant une courbe, la même courbe, disons, avec le même scénario qui vient du CREM, on arrive à des valeurs cibles de 8,6 kg en 2030, 1,3 kg en 2040 et 0,3 kg à l'horizon 2050. Si on fait le penchant un peu avec la courbe suisse, c'est la partie qu'il faudrait du coup compenser par des actions, donc la valeur résiduelle en fait, des émissions de CO2 au niveau du bâtiment. Donc l'avantage de ces indicateurs et de ces courbes de descente, c'est que du coup, pour les gens ou les clients qui modélisent leur courbe de descente, ils ont ici un benchmark auquel pouvoir se comparer. Ce qui est intéressant, là on a pris un portefeuille existant, on voit que les courbes se suivent, mais qu'il reste un gap à peu près identique tout le long de la descente. C'est aussi dû à un autre facteur, c'est que dans le CREM, ils vont modéliser en fait l'amélioration des facteurs d'émission de CO2, chose que nous, on ne fait pas encore aujourd'hui, vu qu'en Suisse, il n'existe pas à l'heure actuelle d'études qui mènent à ça. On voit par contre à côté la comparaison de l'intensité énergétique avec le scénario du CREM, et là, on voit que la courbe du client passe et continue de descendre en dessous des 60 kWh par mètre carré à l'horizon 2030. Les autres indicateurs qui sont également recommandés en termes de publication, le premier c'est le mix énergétique. Donc le mix énergétique, c'est vraiment la répartition de la totalité de l'énergie consommée sur le parc immobilier par catégorie d'agents énergétiques. Ce qui permet aussi en un coup d'œil de voir l'exposition aux combustibles fossiles ou ce genre de choses. Le deuxième élément, c'est le mix des émissions de CO2. Là, comme pour le mix énergétique, c'est la répartition des émissions par agent énergétique. Donc, si vous avez bien suivi la première partie, à l'horizon 2030-2040, la partie gaz, mazout va tendre à disparaître et au profit des autres énergies. Et enfin, un élément important et qui est devenu aussi obligatoire sur lequel on aimerait insister aussi aujourd'hui, c'est le taux de couverture. Donc, c'est vraiment la part de surface de référence totale couverte par des données énergétiques. Cet indicateur, il est intéressant et il est pertinent dans le sens où il donne une vraie évaluation de la qualité de la donnée qui est présentée derrière. Si vous proposez ou vous communiquez un indice avec un taux de couverture de 98,5%, il sera clairement plus représentatif qu'un taux de couverture à 60% ou potentiellement dans les 40% manquants, c'est les passoires énergétiques, etc. Donc toujours bien aussi porter attention à ce taux de couverture. Donc ce qu'on constate un peu, c'est qu'aujourd'hui, la standardisation, elle se profile, vu qu'on tend quand même beaucoup vers du REIDA, etc. Mais il y a certaines variables clés dans ces calculs qui sont encore aujourd'hui très divergentes d'une méthode à l'autre. La première, c'est le calcul ou le choix même de la surface de référence. On a l'habitude, dans les normes SIA ou avec l'IDC, de parler de surface de référence énergétique. Maintenant, on parle de surface brute de plancher, de surface locative. Dans le cadre de REIDA et de la recommandation de la masse, on parle même de surface locative pondérée pour obtenir une SRE. Donc on voit qu'aujourd'hui, la base, donc le dénominateur commun finalement de tous ces indices n'est pas encore figé et unifié.
Le deuxième élément, j'en ai parlé brièvement avant, c'est les corrections climatiques. On a des méthodes qui ne corrigent pas climatiquement les émissions de CO2. Il y en a qui corrigent avec la méthode des degrés jour, par exemple, comme l'IDC sur le canton de Genève. Et on a, par exemple, dans le cadre de Reida, l'intensité énergétique et les émissions de CO2 sont corrigées par la méthode des écarts de température cumulés. Et on a encore d'autres méthodes qui prennent une consommation moyenne sur 3 ans. Enfin bref, de nouveau, un facteur qui peut expliquer des différences d'un élément à l'autre. Quatrième point important, c'est aussi la qualité de la donnée. Nous, pour ceux qui nous pratiquent depuis un certain nombre d'années, on pousse pour la consommation réelle mesurée, mais on a la possibilité, dans certains cas, d'utiliser des valeurs normées si on n'a pas les consommations réelles, voire de faire des estimations selon des méthodes déterminées au préalable. Et enfin, on l'a vu sur le graphique d'Olivier, on le reverra un petit peu après, mais les périmètres et la définition des scopes varient. La notion d'émissions directes par rapport aux émissions indirectes n'est pas non plus aujourd'hui reprise dans toutes les méthodes. Je repasse la parole à Olivier pour une petite synthèse du coup. Voilà, alors, donc il y a des obligations, en tout cas des recommandations obligatoires pour certains affiliés, notamment pour la masse. Il y a des recommandations pour certains affiliés dans les caisses de pension, etc., mais qui ne sont pas obligatoires. Enfin bon, c'est aussi la jungle administrative de ce côté-là. Mais là, je vous ai fait la synthèse de c'est quoi les exigences normatives aujourd'hui dans les lois en Suisse et qu'est-ce qui arrive, hein, donc vous l'avez bien compris. Il y a des objectifs actés et qui vont se transcrire dans la loi sur le CO2 comme la moyenne des scope 1 à 3,5 kg de CO2 par mètre carré pour les bâtiments d'ici 2040, le net zéro scope 1 encore une fois dans les bâtiments 2050 et ce qui arrive là c'est les 4 kg d'exploitation avec la norme SIA 390. Et puis, une grande thématique qui aujourd'hui est déjà actée sur Genève avec la loi sur les constructions et les installations, c'est l'article 117-118, où on vous oblige à faire on va vous obliger, le règlement va sortir cette année alors qu'on a déjà voté la loi en 2022, à faire un audit de recyclage, de réemploi et de bilan carbone de la rénovation pour les bâtiments d'importance. Donc d'avoir dans cette comptabilité, évidemment l'exploitation inférieure à 4 kg, et puis les 5 kg pour les bâtiments à rénover et les 9 kg pour les bâtiments neufs. Donc là, c'est ce qui arrive d'un point de vue CO2. Mais aujourd'hui, il n'y a que la partie loi sur le climat et innovation qui est actée. La loi vaudoise qui est pendante aujourd'hui, qui est en consultation, qui, elle, met en avant, là quand on parle du énergie et MOPEC, donc toute la partie énergie, ce deuxième tacle, on va dire, sur le bâtiment. Les épaves énergétiques F et G, respectivement à 10 ans et à 15 ans, à rénover. Aujourd'hui, ce qui est acté, c'est dans la loi, il n'y a que l'IDC, aujourd'hui, où vous recevez des lettres, on va dire, des assignations à rénover ou à optimiser si vous avez des bâtiments supérieurs à 450. Et là, encore une fois, avec un certain nombre d'échelonnements, avec des dates qui sont données dans le règlement, et dans le plan directeur, des objectifs en 2030 et en 2050. Aujourd'hui, vu que les cantons sont maîtres et seigneurs sur la loi, on a cette volonté de dégager le chauffage gaz-mazout d'ici 2050. Mais aujourd'hui, si vous habitez Bâle-Ville, Glaris, Zurich, vous avez une interdiction de remplacer une chaudière gaz-mazout par du fossile et vous devez déjà aujourd'hui trouver des solutions, des alternatives renouvelables. L'électrification des usages, on en a parlé, et puis le passage aux énergies renouvelables pour l'autoproduction. Alors j'aurais pu le mettre en gras aussi, c'est quand on va vous embarquer lorsque vous faites une demande d'autor de rénovation, notamment de toiture, où là on vous oblige à mettre du solaire thermique ou du solaire photovoltaïque pour la production. Donc déjà dans la base légale, quelque part, on essaie de passer vers les énergies renouvelables. Mais voilà le contexte légal aujourd'hui. Mais toutes les pistes et toutes ces questions-là, vous allez voir, on va vous les poser, on va vous aider à vous poser les questions. Est-ce que mon bâtiment il sera résilient par rapport à tout ce qui arrive à ce niveau-là? Donc comment est-ce que signataires, nous avons décidé de nous positionner par rapport à tout ça? Donc, nous, on part toujours de la valeur finalement la plus fine, la plus basse dans toute la chaîne, c'est le kilowattheure mesuré par un compteur.
qu'on va ensuite faire passer à travers notre système. J'en profite pour parler aussi ici du contrôle qualité. Vous l'avez peut-être vu, on a passé un audit ISAE 3000 type 2 qui a été validé. Donc c'est plus de 70 points de contrôle sur toute notre chaîne de production qui sont audités par un auditeur externe indépendant et qui auront un rapport qui est à disposition de nos clients. Donc en fait, on va récupérer tous ces kilowattheures et nous, la volonté finalement, c'est qu'on ne va pas se positionner pour un indicateur ou l'autre et dire c'est ça qu'il faut faire absolument, allons tous dans cette direction. Notre position actuelle, c'est de dire on a la donnée la plus fine, qu'est-ce qu'on va faire? On va la traduire dans tous les indices, les indicateurs, les référentiels connus ou demandés par nos clients et ensuite on va vous accompagner pour choisir les plus pertinents à mettre en place. Donc concrètement, aujourd'hui, on mesure, on relève du kilowattheure, on le passe à la moulinette dans nos outils et de ça, on peut sortir soit de la donnée brute pour venir remplir d'autres éléments comme l'étude PACTA, le GRESP, le CREM, le SSRI et d'autres standards. On calcule les indicateurs qu'on a vus tout à l'heure, donc selon la SIA, selon le CECB, selon REIDA aujourd'hui. Et enfin, on peut aussi publier des documents de synthèse, parce que vous le verrez après aussi sur le portail, ça fait vite beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres, etc. Donc des documents de synthèse qui reprennent les éléments qui sont demandés dans le cadre de publication, afin que vous ayez juste à les transposer, entre guillemets, dans vos propres rapports. Donc on revient un peu sur ce graphique. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, on calcule les trois éléments. Pourquoi? Parce qu'on voit, je ne sais pas si on voit bien du fond, mais dans les petits tableaux en dessous, on a pour la même quantité de kilowattheures la traduction des émissions de CO2 par scope et par méthode. Et on voit que pour le même parc immobilier, on peut passer avec l'approche CECB et les facteurs de Lefebvre de 19,78 kg de CO2 par mètre carré à du 24,91 kg de CO2 par mètre carré avec une approche SIA, scope 3, facteur KBOB. Et là, en plus, on est sur un parc relativement encore chauffé aux énergies fossiles. Mais à partir du moment où vous avez beaucoup de renouvelables ou de chauffage à distance, de pompe à chaleur, le gap peut être encore plus important. Donc notre volonté, c'est ça, finalement, c'est de calculer selon toutes les méthodes, de mettre les chiffres à disposition et après, à nos clients de choisir quel élément ils souhaitent communiquer à l'extérieur. Grâce aux visites d'immeubles et à la surveillance énergétique, on peut aussi identifier assez rapidement les bâtiments qui présentent un risque de non-conformité légale et énergétique, donc par rapport à tout ce qu'expliquait Olivier avant, l'interdiction des chauffages fossiles, l'interdiction des chauffages électriques, l'obligation d'assainissement des étiquettes enveloppes F et G, les dépassements de seuil IDC, etc., etc. Donc finalement, aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est vous accompagner dans une démarche en fait, de choix d'indicateurs qui soit le plus pertinent en fonction de votre activité. Si vous êtes un fonds d'investissement immobilier, une collectivité publique, une régie immobilière, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins en termes de communication, en termes de suivi. Et nous, on propose ces trois approches. Donc la partie gestion du risque, pour faire simple, c'est tous les indicateurs qu'on a vus précédemment qui pourraient présenter un risque de non-conformité. On a la vision gestion de projet, où là, on serait peut-être plus sur de la SIA, avec une vision globale du bilan carbone de l'immeuble sur tout son cycle de vie, rénovation, exploitation, etc. Et enfin, la partie benchmark communication, qui est les indices demandés par des associations professionnelles et finalement, les indices en lien avec la gestion du risque ou la gestion de projet qu'on souhaite communiquer et mettre en avant pour, par exemple, dire que on n'a aucun immeuble qui présente un risque de non-conformité. L'idée, bien sûr, c'est de déterminer ces indicateurs, ensuite de les calculer sur l'entier du parc, et suite à ça, de déterminer des objectifs qui soient smart et planifier en fait avec vous les actions d'optimisation et de rénovation nécessaires pour atteindre ces objectifs à travers des outils de visualisation que je vais vous montrer tout de suite après. Voilà, donc avant de passer à la partie démonstration, on a peut-être un petit moment de questions si vous le souhaitez. Voilà. Le temps que je me connecte. Comme ça permet de passer à la partie portail. Voilà, donc on est à votre disposition pour des questions. Voilà. C'est la première, la plus difficile, à chaque fois. C'est compliqué. Vous avez parlé des législations là, qui arrivent en cours sur le canton de Vaud et Genève essentiellement. Comment ça se passe dans les autres cantons? Est-ce qu'il y a des tendances qui s'affichent? Oui. Vous pouvez déjà dire quelque chose? Oui. Alors effectivement,
Ben voilà, la loi vaudoise risque d'être déjà la seule, si elle passe, qui est compatible avec le modèle de prescription énergétique. Donc effectivement, le modèle de prescription énergétique, le MOPEC, qui est aujourd'hui basé sur le MOPEC 2014, que tous les cantons ont déjà dans leur loi. Maintenant, c'est les MOPEC 2025. Donc tous les axes que je vous ai présentés, il y a des modules obligatoires et des modules facultatifs selon l'ambition, on va dire, des cantons. Mais la grande tendance, vous l'avez vu, c'est plus de passoires énergétiques, les FEG, l'électrification des usages, plus d'énergie fossile d'ici 2040 sur le canton de Vaud, 2050, etc. Le bâtiment qui devient un hub énergétique. En fait, tous ces grands concepts vont être mis sous la forme d'articles de loi. Et là, aujourd'hui, il y a 12 articles de loi obligatoires dans tous les cantons. Donc ça, c'est l'harmonisation. Hein, si on construit, on rénove à Zurich, etc. En tout cas, on a un socle qui est commun. Et après, des cantons qui sont plus ou moins ambitieux. Voilà, donc Glaris, Bâle-Ville, etc., qui ont déjà interdit le gaz mazout en renouvellement. Donc, les grandes tendances, c'est que de toute manière, ça va s'accélérer. Et notre ressenti à nous, encore une fois, on dit toujours premier arrivé, premier servi. C'est la même chose pour les subventions. Donc aujourd'hui, on va subventionner pour vous encourager, vous inciter. Le jour où ça sera dans la loi et que ça devient obligatoire, on va vous donner encore de l'encouragement, mais ce ne sera pas forcément des subventions aussi fortes. Et puis, on va s'apercevoir, encore une fois, moi je parle d'il y a 20 ans, on était à 1% du taux de rénovation. Malgré tous les encouragements, le durcissement de la loi, la prise de conscience de tout le monde, on est encore à 1% de taux de rénovation. Donc la vraie vie, c'est ça. Donc à partir du moment où on va se rapprocher du mur, et puis ça va s'accélérer, on va créer un goulot d'étranglement, on parle de ressources, aujourd'hui il y a déjà pénurie, manque, etc. Ça va encore se durcir. Donc les bases légales vont se durcir, par contre on ne va pas atteindre l'objectif. Les contraintes vont se durcir parce qu'on n'aura pas de ressources, etc. Voilà, donc c'est un peu... si vous avez des marges de manœuvre aujourd'hui, faites-le. Et puis comme disait Vincent tout à l'heure, les bâtiments résilients aujourd'hui, alors on n'a pas encore cette valeur verte de l'immobilier, parce qu'un bâtiment résilient aujourd'hui, par rapport à un bâtiment qui va être résilient plus tard, et donc on ne connaît pas les coûts de travaux de rénovation, parce que nous, on les planifie, style 2037, ça va vous coûter 1,5 million de coûts de travaux. Mais le jour où il y a pénurie dessus, puis qu'il y a doublement de l'acier, comme on a eu dernièrement, 40% sur le bois, etc., c'est plus 1,7 million, mais c'est 3 millions, parce qu'on a internalisé le risque. Voilà. Est-ce que le bâtiment résilient aujourd'hui vaut plus cher qu'un bâtiment résilient plus tard? On le voit aujourd'hui quand on parle de taxonomie européenne. On sait que la décote des bâtiments, aujourd'hui, on la voit. Des bâtiments qui ne se louent pas ou qui n'ont pas le droit de se vendre parce qu'ils ne sont pas rénovés, il y a une décote de facto du coût de la rénovation. Aujourd'hui, on ne le voit pas en Suisse. Et ça, on essaiera de le modéliser, mais voilà. Donc c'est une lame de fond qui va de toute manière arriver. Alors quand? Voilà. Mais voilà. Donc on n'a pas, non, on ne sait pas plus que vous à ce niveau-là. Merci Olivier. Effectivement, tu parlais de 1, 2,5 ou 4% de taux de rénovation. Le 1, on y est toujours. Et c'est ce que je disais à Laurent tout à l'heure. Le 2,5 ou le 4, ça fait 10 ans qu'on en parle. Je pense qu'il va falloir l'accentuer et le modifier dans les prochains slides, dans les prochaines années. Maintenant, j'avais une autre question. C'est Zurich, Bâle-Ville. Bâle-Ville, ça me fait penser un peu chez nous à la vieille ville. Parce qu'il y a énormément de bâtiments qui sont protégés. Pour avoir travaillé pendant des années pour la Commission sur l'énergie, sur le règlement de l'énergie, où à l'époque, on ne voulait pas entendre de bivalence par rapport aux rénovations des chaufferies. Quand j'entends aujourd'hui interdiction 100%, je veux dire, ça me paraît illusoire et impossible. Alors maintenant, une chaudière, elle casse maintenant à Zurich. On est en vieille ville ou à Bâle-Ville, vieille ville, qu'est-ce qu'on fait? Véritablement, ils font quoi? C'est quoi les alternatives qu'ils ont trouvées? Parce qu'aujourd'hui, la PAC, on n'est pas prêt. On sait qu'on a aujourd'hui Chaufferie Renouvelable, qui est le programme qui nous aide aujourd'hui à anticiper, mais je les vois mal l'avoir déjà anticipé depuis des années qu'on en parle. Donc, c'est comme, voilà, il y a des grandes ambitions de passer du chauffage à distance en pleine ville, etc. Le bois, on ne peut pas en mettre parce qu'en fait, on vient en surcharge NOx, c'est poussière fine et c'est que dans les communes périurbaines qu'on peut mettre le bois. La PAC, elles font du bruit et on ne peut pas forer.
Donc ils sont tout en mode dérogatoire. Donc moi, l'écho que j'en ai, c'est que comme pour la protection du patrimoine, comme pour l'impossibilité technique, ou dans l'article 1 de la loi sur l'énergie, c'est le disproportion économique, eh ben, à chaque fois, on est un peu échec et mat, et puis il y a beaucoup d'objets qui sont en mode dérogatoire. Donc la vraie vie, c'est que, et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas de contrôle-sanction. Il n'y a qu'à Genève où on a un contrôle-sanction à 100 000 francs si vous n'appliquez pas la loi. Et la seule contrôle-sanction dont nous, on a vu le dossier, c'est sur le double vitrage qui devait s'appliquer déjà en 91, qui a été repoussé en 96, en 2000 machin et 2016, où en fait il y a eu 60 000 francs d'amende administrative parce que le propriétaire n'avait pas passé du simple vitrage au double vitrage. Donc en plus de la loi, il n'y a pas de contrôle-sanction, etc. Donc la vraie vie, c'est qu'on peut avoir un durcissement de loi, on peut mettre des contraintes, on peut mettre tout ce que vous voulez, mais après, c'est compliqué. C'est pas pour dire de rien faire, mais oui, je rebondis peut-être un petit peu sur cette question. Les exigences réglementaires actuelles et à venir, qui sont c'est toujours une perspective de transition. Par bâtiment, il n'y a toujours pas d'éléments qui laissent à penser que ça puisse être, dans une perspective de transition, de nouveau fait par investisseurs, par parc immobilier, en attendant peut-être de régler les problèmes que vous avez mentionnés, notamment de préservation du patrimoine. Alors aujourd'hui, ce qui est acté et qui marche, c'est l'État qui essaie d'être quand même facilitateur avec l'accélération, la simplification des procédures. Bon, ok. Mais surtout faire des conventions d'objectifs. Donc nous, aujourd'hui, on a des parcs immobiliers avec, qui ont fait une feuille de route de décarbonation et qui vont avec cet engagement. Donc il y a eu toute une réflexion sur comment je finance mes CAPEX avec le report sur les loyers, etc. Une fois que toute cette aide à la décision elle était faite et le tri, nous on appelle ça, la garde de triage quand ça sort de signataire. Après, il y a le Tetris qui est fait avec des bustes, etc. Et puis on a sur 100 bâtiments, les 15 ou 30 à rénover tout de suite. Et sur la base de cet engagement, aujourd'hui, il y a des conventions d'objectifs qui fait que vous êtes maître et seigneur du franc à investir pour rénover vos immeubles. Donc on va vous donner du temps. Donc vous êtes en mode dérogatoire pour appliquer la loi sur certains bâtiments. Donc aujourd'hui, ça c'est acté, ça marche. Il y a plusieurs exemples. Il y a ces messieurs de la CPEG qui sont là, qui pourront raconter aussi comment ça se passe avec ces conventions d'objectifs. Nous, on l'a fait aussi pour la foncière à Genève, etc. Donc ça marche, il y a une coordination. On est plus en mode... C'est pas dans la loi. Alors, c'est sur le règlement d'application, ou en tout cas la doctrine d'application de la loi. Et j'espère qu'on va continuer à avoir, sur certains domaines, des gens qui ont une application, la politique réelle et l'application des bases légales de manière intelligente, en jouant sur des contreparties, etc. Parce que de notre côté, le contrôle-sanction ne marche pas. Donc le partenariat, si on est avec des gens intelligents, ça va marcher. Mais à partir d'un moment, on en parle aussi depuis 20 ans, le bouchon il va péter un jour, c'est la coordination des politiques publiques, protection du patrimoine versus énergie, qui c'est qui gagne. Il y a des projets, ça fait 20 ans qu'on en parle aussi, ce qu'on appelle les bâtiments à mettre sous cloche. Par exemple, à Genève, il y en aurait peut-être 500. Puis il y en a 1500 où on devrait arbitrer. Et puis tout le reste, c'est action sur le climat, action sur l'énergie. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. On vous je dirais, inscrit à l'inventaire des quartiers entiers, etc., etc. Donc au contraire, on est là plutôt sur le frein à main par rapport à ça. Donc il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas bien. Bonjour. Une petite question de ma part. Alors, je partage assez le constat. Donc, dans la vraie vie, ça fait 20 ans qu'on parle d'augmenter le taux de rénovation, il n'augmente pas. Ça fait quelques années qu'on parle de faire bouger les normes et on attend que ça bouge, mais pas vite. Quand on prend ensuite les sanctions qui arrivent derrière, on les décale, vous parliez de 91, on les décale de 30 ans avant de vraiment tomber sur la population pour que les choses bougent. Donc ça semble être un moyen assez peu efficace quand on voit les tableaux et les enjeux qui nous attendent tous pour 2050. Quel est le quid financier ? Parce que, in fine,
Mon sentiment, c'est que l'accélération, elle n'est possible qu'à partir du moment où on touche à la rentabilité, à la valorisation des biens pour notamment les investisseurs ou les propriétaires que nous sommes. Et donc, est-ce qu'il y a un mécanisme, est-ce qu'il y a des réflexions économiques, notamment par rapport, je sais que par rapport à Wüst Partners, quand on regarde les DCF par exemple, le taux d'escompte qu'on met dans les DCF a un gros impact sur la valorisation d'un bâtiment. Est-ce que c'est des variables qui bougent? Est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens-là pour essayer d'accélérer cette transition pour que les gens y voient un intérêt économique et pas seulement une sanction financière à venir dans 30 ans quand il sera un peu trop tard? Ouais, après, Vincent, tu pourras répondre. Moi, juste en préambule, là aujourd'hui, on va voir l'effet du doublement de la subvention. À Genève, on a vraiment un truc assez intéressant. Et encore une fois, c'est un effet d'aubaine. On a doublé les subventions par mètre carré pour des rénovations haute performance. Donc il y a la partie subvention. Il y a la partie défiscalisation. Il y a plein de gens qui l'oublient, mais c'est l'impôt immobilier complémentaire. C'est en titre privé l'abattement fiscal 2 ans au niveau fédéral, 3 ans à 5 ans dans certains cantons sur l'impôt direct, parce que tous les travaux énergétiques sont des travaux à 100% à plus-value. Donc parfois, selon votre taux marginal d'impôt, quand vous prenez subvention et non-impôt, c'est 45% du coût des travaux qui est payé. Donc en fait, il faut des gens qui vous expliquent l'assiette complète. Il y a le report sur les loyers, il y a la valorisation sur le taux d'escompte, etc. Enfin, Vincent, tu peux compléter. Mais c'est bien d'avoir une vision holistique du problème, de ses coûts, mais aussi des solutions économiques et financières. Peut-être pour compléter juste par rapport à ça, donc effectivement, exonération d'impôt ICC, Genève c'est le seul qui fait ça, mais quand on sait que l'impôt c'est environ 5% de charge par rapport aux revenus, donc sur 20 ans ça fait quand même déjà un sacré montant. Et puis sur le taux d'escompte, il en a parlé un tout petit peu, on est en cours un projet de valeur verte avec le PFL notamment, puis d'autres groupements de travail, où on veut justement quantifier, s'il y a une quantification possible, les effets d'un immeuble, on va dire résilient, énergétiquement mature par rapport à une passoire thermique ou une passoire énergétique. Pour le moment, c'est en cours, donc on n'a pas vraiment d'effet. Nous, on avait fait un premier test, mais uniquement sur la partie énergétique fossile versus non fossile. Est-ce qu'il y a eu des prix, une proportion à payer qui était plus chère ou pas? On avait vu 10 points de base d'écart, mais sur un échantillon de 800 immeubles, et puis c'était en 2020 ou 2021. Donc aujourd'hui, la thématique est encore différente, la pression est encore différente, donc probablement qu'on n'aura pas les mêmes résultats. Mais au-delà, je pense, de savoir s'il y a une plus-value, c'est plutôt de s'inquiéter de la moins-value de ceux qui ne vont rien faire sur les immeubles d'ici 15 ans ou 20 ans quand on sera, comme il dit, dans le mur, et que là, ça va coûter extrêmement cher, qu'on n'aura plus peut-être les bons matériaux, plus peut-être les bonnes personnes qualifiées pour le faire, et qu'on n'aura pas le confort d'avoir, on va dire, adapté une stratégie énergétique saine pour un portefeuille ou même un immeuble. Donc moi, je le vois plus dans l'effet inverse, c'est de savoir la sous-prime ou la décote qu'on va faire sur des immeubles qui ne sont pas du tout résilients dans quelques années. Alors, on va passer à la démo. Maintenant, on est à votre disposition pour les questions, évidemment, après. Voilà. Donc ces derniers mois, on a pas mal travaillé sur la visualisation des objectifs et de tout ce qu'on vous a présenté dans ce PowerPoint. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est encore en... ah, ça... Non, absolument pas. Excusez-moi. F7. F8. Ah. Ouf. J'ai fait F7. Voilà. Merci Laurent.
Voilà, donc c'est le portail que pas mal d'entre vous connaissent déjà. Je ne vais pas refaire une présentation complète, juste vous expliquer les principales modifications qui seront à votre disposition dans le courant de l'été. Bien sûr, tous les gestionnaires et vos contacts sont à disposition pour une présentation plus détaillée. L'élément important, on le voit en haut ici à travers ce filtre qui s'appelle facteur CO2, c'est l'intégration des 3 méthodes qu'on a vues tout au long de la matinée. Donc la méthode de calcul des émissions de CO2 selon la SIA avec les facteurs du KBOB, selon le CECB avec les facteurs de Lefebvre et selon la méthode REIDA et les facteurs de l'INTEP. Grâce à ce filtre, vous allez pouvoir traduire l'intégralité du portail dans une de ces méthodologies. Donc ça, c'est vraiment pour la navigation dans le portail. Ensuite, pour ceux qui étaient aussi familiers de ça, on avait nos fameux graphiques de projection des émissions de CO2, donc les bubble graphs qu'on a aussi maintenant informatisés. Donc on est dans sa version ici SIA KBOB, celle qu'on utilise depuis maintenant un certain nombre d'années chez Signataire. On a modifié ici les seuils d'étiquette pour correspondre à ce qu'expliquait Olivier aussi tout à l'heure, donc les valeurs normées, les seuils d'IDC sur le canton de Genève, par exemple, en mode SIA KBOB. On a toujours cette notion de projection, donc à partir du moment où il y a une planification de travaux qui est renseignée, on va voir les immeubles se déplacer dans le temps. Et ça, on l'a fait également pour la partie CECB. Donc là, on a développé à l'interne un module de calcul d'estimation rapide en fait, d'étiquette enveloppe. Donc je précise que ça remplace en rien du tout la réalisation d'un vrai CECB, mais ça permet de projeter sur un parc immobilier avec une marge d'erreur relativement restreinte la distribution des immeubles en fonction de leurs étiquettes enveloppes. Donc ça permet de visualiser voilà, quel bâtiment serait aujourd'hui potentiellement soumis à un risque de mise aux conformités, par exemple dans le canton de Vaud, si la loi venait à passer. Et bien évidemment, on a aussi derrière développé la projection sur la base des planifications de travaux qui seraient renseignées. Donc on va voir, pareil, ces bulles bouger. Donc on pourrait ici avoir sur un ordre de grandeur et se dire, à mon immeuble Angers, j'ai un scénario de rénovation. Est-ce qu'il est suffisamment ambitieux pour le ramener en étiquette D, voire en étiquette C? Et enfin, on a fait exactement la même chose avec REIDA et les facteurs de l'INTEP. Donc la visualisation de toutes les bulles, cette fois selon l'intensité énergétique et l'intensité CO2 INTEP. Et on trouve ici les objectifs qu'on a présentés tout à l'heure qui découlent en fait des scénarios 1,5 degré du CREM pour la Suisse. Et là, pareil, on marche en mode simulation, etc. Un autre élément important qu'on a également actualisé, on a voulu faire un tableau de synthèse. Alors vous verrez qu'il est assez dense, mais c'est vraiment, si vous voulez comparer le détail de chaque chiffre par méthode, on a la possibilité de le faire, de traduire les résultats en kilowattheure de la première colonne en CECB, en REIDA ou en SIA. Afin de faciliter un peu la lecture, on a développé en bas des boutons raccourcis qui permettent d'identifier en un clic les KPI importants par méthodologie. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on va aussi faire évoluer avec le temps en fonction des recommandations. Le but, vraiment, comme vous le voyez, c'est un sujet qui est complexe, qui est vaste, et on aimerait fournir le maximum de détails, mais aussi vous simplifier le plus possible la lecture et l'interprétation. Donc on a toujours cette double lecture très détaillée et simplifiée le plus possible. Donc voilà un peu pour les principaux changements. Après, tout le reste des tableaux, comme je le disais avant, s'adapte en fonction des méthodes. Et ça, on vous le montrera peut-être un peu plus en détail lors d'une rencontre future. Voilà, je vais repasser la parole à Vincent, qui va également vous faire une petite présentation de la remontée des données signataires aujourd'hui dans les outils et fonctionnalités VUST et partenaires. Merci Joachim. Je vais essayer de... Je suis encore plus dans la fracture numérique que toi, alors je ne sais pas si... J'ai pas de fond du Genève Servette. Ça va marcher. J'ai pas d'accès chez toi, donc ça va marcher. Moi, je ne vais pas vous montrer l'outil directement, mais peut-être juste un peu le résultat des premiers travaux finalement qu'on a fait avec
avec Signataire et vous montrer sur des rapports types de chez nous, des rapports d'évaluation, là où on a déjà cette synergie assez forte avec Signataire. Le premier point, et vous m'excuserez ce pléonasme, c'est évidemment les indicateurs, on veut les indiquer. Donc sur nos rapports, aujourd'hui, on a maintenant, depuis quelques semaines, des indicateurs qui sont indiqués, notamment en première page, donc dans le résumé, en haut à droite, vous le voyez ici, les étiquettes énergétiques qui peuvent découler de deux sources. La première, c'est si vous avez fait vraiment un CECB, on aura l'étiquette du CECB effective. Donc ça, c'est ce qu'on appelle reporter, ou je ne sais plus comment vous appelez ça, rapporter, pardon. Et puis la deuxième méthode, si on n'a pas fait de certificat CECB, c'est une modélisation selon une base commune qu'on a eue avec Signataire, une modélisation du bâtiment et une étiquette modélisée, donc ce serait un M, énergétique, état actuel. Ça, c'est aussi important parce que comme nous, on a une évolution généralement des valeurs dans le temps, ces étiquettes-là pourront aussi évoluer en fonction des travaux que vous allez réaliser, puis vous verrez après les autres implications. Je ne vous montre pas tout le rapport parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais peut-être les autres éléments qui sont importants, c'est qu'on retrouve après, dans la base de données, on va dire sur les données de la parcelle de l'immeuble, on retrouve quelques indicateurs déjà, notamment de nouveau ces ratings étiquettes CECB avec des consommations ou des émissions en équivalent CO2 au kilowatt. Des premiers éléments d'indicateurs énergétiques, mais je reviens juste après. Et puis surtout, s'il y a eu des rénovations d'immeubles, quel type de rénovation qui peuvent aussi permettre de comprendre pourquoi on est dans une étiquette, une bonne étiquette ou une mauvaise étiquette. Et puis la vraie plus-value ou le vrai changement, c'est cet outil ou cet onglet durabilité qu'on voit ici. Alors vous retrouvez sur la gauche les étiquettes énergétiques. Quand on a du rapporté CECB, on indique quand même la différence entre le rapporté CECB et le modèle VP Signataire, on va dire. On a quelquefois une étiquette de différence. Par contre, on pourrait avoir de la différence, et si par exemple vous avez fait un certificat CECB il y a 2 ans et que vous avez fait des travaux depuis, dans le modèle VP Signataire, probablement que vous allez voir déjà les gains d'étiquettes énergétiques. Donc vous passerez d'un D à un B, ou je ne sais pas, ça dépend ce que vous avez fait comme travaux, changement de chaudière, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on mettra toujours la date d'émission du rapport CECB, si on l'a. Et puis à côté, vous aurez, si vous avez fait des travaux, des évolutions, vous aurez les étiquettes qui sont calculées par nos soins. Et puis l'élément peut-être important aussi, en fonction des clients que vous êtes, c'est la partie centrale, où là on a mis les émissions CO2, donc toute la partie intensité, etc., qu'ils ont parlé avant. Donc on peut remonter finalement tous ces indicateurs signataires dans le rapport, donc vous les retrouvez, je dirais, cumulés ou agrégés avec le rapport. Et puis des indicateurs environnementaux, donc type AMAS, ce qui est utile pour AMAS, avec le type de chauffage et puis les consommations kilowatts mètre carré par an ou en équivalent CO2 de nouveau. Puis ça, c'est un élément qui est plutôt propre à VP. La partie de droite, c'est plutôt un élément qui viendrait, c'est une base d'éléments d'un rating ESG, ce que nous on appelle le rating ESG emplacement, notamment les dangers naturels environnementaux. Donc, est-ce qu'on a répertorié pour l'emplacement de l'immeuble certains dangers avec la classification de ces dangers naturels ici. Et ça, on peut le faire à l'échelle d'un immeuble ou d'un portefeuille, puisque dans notre base d'outils, on peut aussi rentrer un portefeuille d'immeubles et puis calculer automatiquement ces dangers-là. Donc ça, c'est vraiment des reports qu'on peut avoir de signataires, on va dire des indicateurs. Puis l'autre élément, c'est plutôt, on va dire, lié à Immodata Pro. Donc c'est quand vous faites une analyse plutôt physique des bâtiments et puis potentiellement des travaux. Là, on va pouvoir reprendre aussi finalement toutes les CAPEX, tous les travaux qui seront listés en fonction des années. Donc nous, c'est plutôt des périodes de 10 ans, puis après on a des périodes qui continuent, mais pour des raisons d'affichage évidentes, on peut en montrer que 10 ans. Donc là, on pourrait reprendre finalement les CAPEX de signataires dans nos tableaux. Donc vous verrez, voilà, c'est un résumé, hein, c'est un exemple, on a fait sur une ligne, mais on pourrait très bien décomposer par éléments, par groupe d'éléments. On a toujours regardé aussi avoir une physique du bâtiment assez proche entre signataire et VUS Partner. Donc on peut parler du gros œuvre 1 s'il y a quelque chose à faire, plutôt le gros œuvre 2, ou bien les aménagements intérieurs, les techniques. Et puis vous retrouverez ici les travaux à l'échelle d'un immeuble.
Puis ces travaux sont évidemment aussi implémentés après je dirais dans notre méthode de calcul et dans notre DCF, où là, vous allez les retrouver avec l'ensemble de vos cash flows, l'ensemble des charges. Et s'il y a une économie quelconque ou un gain potentiel sur les loyers, eh ben, on aura aussi une évolution dans le temps des loyers. Donc ça, c'est vraiment le deuxième élément. Et puis, par rapport à cet élément-là, encore une chose que je voulais rajouter, c'est au niveau de la matérialisation. Donc là, on peut reprendre aussi finalement les matérialisations qui ont été faites. Il y a eu des rapports d'État signataires. Donc on peut donner des notes, des ratings de notes d'État et de standards de construction avec des précisions sur les types de construction, etc., les matériaux qui ont été choisis. Et puis l'intérêt, c'est qu'en fait, vous avez une note. Alors pour certains investisseurs, c'est une aide à la décision quand on doit présenter un investissement à un comité ou à un board, peu importe. Et puis, si vous allez faire des travaux, ces notes, elles peuvent évoluer dans le temps. Nous, on les fait évoluer en fonction des travaux qui sont réalisés. Donc, on va pouvoir jouer, influer finalement sur ce graphique et améliorer l'immeuble. Donc, on a des notes qui ne sont pas réellement, qu'on ne peut pas améliorer du point de vue travaux. Enfin, vous n'avez pas vraiment de marge d'emprise là-dessus. C'est typiquement la macro, la micro-situation. Ça, c'est des ratings, des modèles qu'on a développé nous-mêmes, donc il n'y a pas, à moins que vous déplaciez l'immeuble de rue, mais c'est compliqué, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, sur la partie standard État, là c'est clair qu'on peut améliorer le bâtiment, et il y a certains comités, il y a certains conseils qui sont très à cheval là-dessus et qui aimeraient avoir des notes les plus favorables possibles. Donc voilà au niveau de l'immeuble, et puis la même chose peut se faire au niveau du portefeuille, et ça c'est intéressant parce qu'en fait on a de nouveau cet onglet qui répertorie finalement le mix énergétique du portefeuille cette fois entier, donc avec les sources de chaleur, vous voyez ça à gauche, les types de chauffage, les kilowatts, c'est de nouveau les indicateurs type AMAS, mais à l'échelle d'un portefeuille, que ce soit 5, 10, 50 immeubles, 100 immeubles, peu importe. Donc vous avez ça, vous avez toujours les scopes, les portées avec les émissions, et puis de nouveau le top 10, bon là il y avait, je crois qu'il n'y avait que 5 ou 6 immeubles, le top 10 des dangers naturels par immeuble. Alors de nouveau, on ne peut pas forcément faire grand chose pour les dangers, mais au moins vous savez, vous êtes conscient de ces dangers, et finalement c'est plutôt lié à la micro-situation de l'immeuble. Donc après c'est plus stratégique, est-ce que c'est un immeuble que je veux garder dans notre portefeuille ou pas, est-ce que je peux vivre avec ce risque ou pas. Donc ça c'est intéressant au niveau portefeuille. Et puis la même chose, vous aurez une vision portefeuille, alors un peu comme le tableau de bord signataire, des CAPEX à prévoir dans vos immeubles, donc agrégés sur l'entier du portefeuille avec les montants totaux en fonction des années. Puis ce qui est intéressant du point de vue financier, flux de trésorerie, c'est de voir c'est de coupler ça avec les revenus. Est-ce que j'aurai assez de revenus pour faire les travaux? Est-ce que je vais devoir augmenter mon endettement si je peux l'augmenter? Est-ce que je vais devoir faire une augmentation de capital si je dois faire X millions de travaux, 5 millions la première année, 1,5 million la troisième année, etc., etc. Donc là, on a vraiment aussi une vision agrégée un peu comme le portail de signataire, mais au niveau plutôt économique, donc un peu plus dynamique dans la partie économique. Voilà ce que je voulais déjà vous dire pour ces éléments. Alors, ça fait depuis octobre qu'on travaille dessus. Moi, je suis très respectueux du travail informatique parce qu'on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup de choses dans un modèle qui est déjà assez lourd comme l'outil Dimension. Donc, ça avance bien, ça avance assez vite. C'est opérationnel pour beaucoup de choses. Il y a encore évidemment des détails, il y a encore des choses qu'on pourra améliorer, mais on est déjà assez fiers de pouvoir présenter ça. Et puis on est à disposition si vous avez des questions. Je crois que tu vas faire la conclusion. Je ne sais pas si tu veux qu'on fasse les questions avant. Ou à disposition pour des questions alors. Encore des questions, bien sûr, sur la première partie, la deuxième. Après, il y a une interrogation sur les chiffres, sur comment on calcule votre immeuble en CO2. Ah là? Ouais, non, mais là, c'est un exemple. Ouais. Peut-être Olivier. Hein. Bonjour. Oui. Moi, j'avais juste une question sur les slides là, que vous nous proposez. Est-ce que c'est tiré d'un portail sur lequel en fait, on a toutes ces données ou c'est vraiment à chaque fois des situations PDF transformées? Non, alors ça vient de notre outil. Je ne voulais pas montrer l'outil parce qu'en fait, c'est un exemple totalement fictif là, pour le coup. Mais ça vient d'un outil Dimension, un outil d'évaluation où on peut évaluer tous les immeubles possibles et on peut faire remonter la data, la donnée. On a des passerelles avec Signataire pour faire remonter automatiquement les données qui s'intégreront dans nos évaluations.
Donc, ce qui fait que dans le cadre d'une planification ou de recherche de quick win, on peut faire aussi des simulations. En fait. Exactement, ouais, nous on peut faire des analyses de scénarios, on peut faire 15 fois l'évaluation d'un immeuble, mais avec des variantes différentes en fonction de ce qui aurait été proposé, et puis des impacts que ça peut avoir sur les revenus, sur les charges, sur les travaux, etc. etc. Ouais. Oui, bonjour. Moi, ce serait pour faire un peu le lien entre les deux parties. C'est ici les indicateurs énergétiques qui sont présentés. Quelle est la méthode de calcul utilisée? Là, on est sur du SCIA KBOB, je crois, sans dire de bêtises pour le moment, mais on va aussi faire les liens, enfin, pouvoir modifier REIDA, etc., etc. On pourra choisir. Ok, merci. Ouais, ça c'est le développement qu'on va faire. Donc tous les poids et balances qu'on va créer chez Signataire, vous allez pouvoir les remonter chez Vust. Parce que là, pour vous, c'est des objectifs qui sont en kilos de CO2. Après, selon le standard que vous voulez, c'est juste un indicateur de toute manière. Voilà. Et qu'on simulera en fonction des travaux, des gains en énergie CO2 par rapport aux travaux. Mais selon le standard que vous allez choisir, ben, ce sera ça qui sera indiqué dans les rapports consolidés. Oui, bonjour. Petite question, alors peut-être en marge de la durabilité, mais ces indicateurs énergétiques, respectivement les indicateurs de risque, est-ce que vous en prenez compte dans les taux d'actualisation aujourd'hui ou pas encore? Indirectement, oui, parce que le modèle le prend en compte. Nous, notre modèle de prime de risque, c'est un modèle taux hors risque, puis après, il y a des suppléments qui sont liés à la macro, à la micro, etc., etc. Donc, si la micro est moins bonne, le modèle prendra en compte dans le taux d'escompte un petit supplément. Pour les bâtiments qui sont chauffés à l'électricité, comment sont-ils considérés dans les deux parties? Et puis comment voyez-vous à l'avenir par rapport aux recommandations et la difficulté de mise en œuvre pour le remplacement du chauffage? Ouais. Donc effectivement, on va passer au crible dans l'analyse, en tout cas du côté signataire, les non-conformités. Donc chauffage électrique direct, c'est interdit. Et dans certains cantons, on va vous donner des délais de rénovation. Donc dans la loi vaudoise, vous allez avoir un délai, c'était un des articles qui était un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, choc pétrolier 73-79 faisait la promotion du chauffage électrique direct, et que maintenant on tire la prise et puis on dit tous ceux qui étaient bons joueurs dans les années 80, on vous oblige à rénover maintenant, et puis il y a des soutiens financiers. Donc effectivement, c'est un risque réglementaire, et nous, quand on chiffre les coûts de travaux, on part de la donnée chauffage électrique et on donne tous les coûts de travaux de rénovation du bâtiment, et notamment avec la construction de tout ce qui est réseau hydraulique de distribution, parce qu'on passe, c'est Hiroshima dans le bâtiment. Donc oui, on en tient compte, et on vous met une alerte de non-conformité. Donc ça, c'était dans la liste que vous a montré Joachim tout à l'heure. On vous aide à les identifier et les chiffrer. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Vous avez proposé 3 standards, SIA, CBEB et REIDA. Au niveau réglementaire, est-ce qu'il y aura à un certain moment un alignement, une méthode qui sera retenue, ou ça va rester comme ça avec différentes options? Très honnêtement, il n'y aura pas d'alignement, parce que le CECB, c'est le certificat énergétique cantonal des bâtiments. Il a toujours été en bisbille avec les normes SIA. Donc, entre les normes architectes et ingénieurs, ils ne se sont pas mis d'accord. Donc, les cantons ont choisi le CECB, CECB+, avec les facteurs de l'Office fédéral de l'environnement, et la SIA avec, alors qu'on est les champions du monde des éco-bilans en Suisse, hein, donc la base de données EcoInvent qui est utilisée dans le monde entier, elle vient de Suisse. Donc, les éco-bilans, etc., et les facteurs KBOB, on est les kings du bilan carbone en Suisse. Eh bien, les cantons, ils ont choisi une autre méthodologie. Donc, il n'y aura pas d'alignement, en tout cas à vue d'œil, entre la SIA et le CECB, malheureusement. Juste peut-être l'Europe qui, à un moment donné, qui va donner le là aussi,
Et je pense que la Suisse, elle n'aura plus le choix de s'aligner sur les normes européennes. Donc ça risque de venir aussi de l'extérieur, qui fait qu'on va tous devoir s'aligner, quoi. Et qui sont plutôt donc basés sur la SIA. Parce que là, il y a compatibilité entre les normes européennes et les normes SIA. Même ne serait-ce que dans l'étiquetage énergétique des bâtiments, la SIA 2031, donc les étiquettes qu'on vous donne, elle est déjà normée, c'est la 56 européenne. Voilà. Donc c'est l'Europe qui risque de dire, écoutez, maintenant alignez-vous, sinon on parle ouzbek et puis on parle suisse-allemand. Peut-être juste encore à ce propos-là, parce que ça, on a des clients chez nous qui les ont vécus, et il y a des investisseurs étrangers qui regardent les émissions de CO2 et l'intensité énergétique, et eux commencent à dire, non, moi je ne vais pas investir dans ton fonds immobilier, parce que vis-à-vis de moi, de mes standards que j'ai mondialement, ce qu'on a au niveau du groupe, on ne va pas investir dans votre fonds, car vous êtes trop élevé, vous n'avez pas de marge d'économie dans les années qui viennent. Donc, de toute façon, alors ça concerne les gros fonds, on est d'accord, hein, ça concerne les fonds d'investissement, mais déjà, il y a comme une pression de l'extérieur, et certains investisseurs regardent ça, parce que maintenant, ça devient vraiment un petit peu, dans tous les domaines, au niveau des investissements, ça devient prépondérant comme choix, et commencent à dire, non, on ne va pas mettre de l'argent dans ton fonds, parce que vis-à-vis de ce que tu nous présentes et ta feuille de route de décarbonation, nous, on trouve que c'est trop tard et c'est dangereux pour l'argent qu'on voudrait mettre dans ton fonds. De toute façon, il y a une pression qui vient aussi de l'extérieur. Alors, pas forcément pour les propriétaires privés qui ont du patrimoine, eux, ils ne sont pas soumis à ça. Mais à part ça, pour les fonds d'investissement, les fonds immobiliers, pas les caisses de pension, mais là, il commence à y avoir aussi ce genre de choses. Bonjour à tous. Une question plutôt adressée à Vincent Clapasson. Dans le cadre d'une rénovation énergétique d'un bâtiment, si on a le choix entre plusieurs alternatives pour remplacer la production de chaleur, quelle serait la production de chaleur qui permet de maximiser la valeur de l'immeuble? Est-ce que vous avez fait une étude là-dessus, ou est-ce que votre modèle, justement, il peut simuler, en fonction de la production de chaleur, l'impact sur la valeur? Merci Romuald pour cette question. Non, on n'a pas vraiment fait d'études dessus. On avait fait des études sur le remplacement du fossile non fossile, la plus-value qu'on pouvait avoir. Par contre, c'est plus, est-ce que tu le couples à quelque chose comme des panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques, et puis qu'il y a un gain différent en consommation en énergie. Parce que nous, ce qu'on essaie toujours de faire quand on fait des rénovations énergétiques et puis qu'on baisse les consommations, on regarde toujours au niveau locataire. Là, je prends l'immeuble classique d'un propriétaire qui loue ses appartements. On regarde toujours les loyers bruts du locataire, donc c'est des loyers nets plus des acomptes de chauffage. Et puis, on se dit que ce qu'on peut gagner en acompte de chauffage, s'il a une proportion à payer un loyer brut de temps, potentiellement dans le temps, soumis évidemment au droit du bail, des terres et compagnie, mais dans le temps, on peut avoir ce gain sur les loyers. Donc, c'est à voir si le changement d'une chaudière te permet d'économiser un peu plus en consommation qu'une autre, et du coup, pour le propriétaire, ce serait un surloyer un peu plus important sur le loyer net qu'on avait initialement. Ce serait ça, mais on ne l'a pas fait nous. Je ne sais pas si vous l'avez. Alors, nous, Yann Schneider de chez nous, l'équipe AMO, on le fait à chaque fois qu'on fait 3 variantes CECB+, on calcule ce qu'on appelle les coûts annuels moyens, l'amortissement de l'investissement, l'entretien de l'exploitation énergie rapporté sur une année pour comparer les scénarios, et on vous donne une matrice d'aide à la décision en disant c'est quoi le franc investi qui vous fait obtenir le meilleur standard à moindre coût avec les baisses de charges prévisionnelles les plus intéressantes. Donc on vous donne ce type de matrice. Mais après, on n'a pas pris ces chiffres aujourd'hui et ce n'est pas valorisé dans côté VUST. Mais en tout cas, côté études, ça c'est du standard en fait. Merci. Une petite question, si vous deviez donner le top 5 du frein à la rénovation aujourd'hui, pour la raison qui fait qu'on n'est qu'à 1% et qu'on reste à 1% du taux de rénovation depuis des dizaines d'années. Moi, je dirais la dualité propriétaire-locataire, donc ça, on la connaît tous, hein. C'est qui investit, pour qui en bénéficie. Les contraintes LDTR, L3PL, le report, etc. Voilà, avec des mauvais players des deux côtés, hein, donc on ne va pas dire qui est la faute à quoi. On pourrait améliorer par la simplification et accélération des procédures. C'est impossible aujourd'hui de construire, d'avoir 18 mois. Voilà, c'est hyper compliqué. Coordination des politiques publiques, donc Energius versus patrimoine, etc.
Après, le financement, moi, le plus gros frein, elle est un peu de notre faute aussi, ou de la faute des gens qui expliquent. Si maintenant, on vous présente l'assiette complète d'un projet, nous, économiquement, techniquement, etc., on arrive à faire des projets qui soient équilibrés. Parce qu'on peut faire un bout sur le report sur le loyer, un bout sur la défiscalisation. Un bout... Donc économiquement, le propriétaire, il va le jour où il y a la valeur verte qui vient se améliorer encore l'état du bâtiment, ben voilà, il y a ça, amélioration du confort, il y a tout le monde qui gagne. Mais il faut essayer de présenter simplement quelque chose qui est complexe. Donc je pense qu'un des plus gros freins, c'est la vulgarisation et l'accompagnement des propriétaires pour leur expliquer que ce n'est pas forcément complexe et ça peut être équilibré, etc. Voilà. Après, le ranking de tout ça, je ne sais pas. Encore une question? Bon, on voit qu'en tout cas, c'est un sujet qui passionne. Alors déjà, moi, je pense que je vais remercier tous les gens qui ont pris la parole. Merci Vincent, merci Olivier, merci Joachim. Normalement, l'idée, c'est que vous repartiez d'ici avec plus de questions que de réponses. Voilà, donc on est à votre disposition pour vous fournir l'ensemble de ces réponses. Je pense que vous avez compris en synthèse. Il y a vraiment deux éléments importants qui vont être suivis par le législateur. Ça va être l'intensité énergétique de votre bâtiment, que ce soit par l'IDC, que ce soit en kilowattheure par mètre carré. Mais il y aura bien cette notion-là qui, à un moment donné... Et ça va permettre de traiter l'enveloppe du bâtiment. Est-ce que mon bâtiment, c'est une passoire ou c'est pas une passoire? Et ça, il y a un seul indicateur qui répond, c'est l'intensité énergétique du bâtiment. Et puis après, on va avoir, finalement, maintenant que je connais mon enveloppe, est-ce qu'elle est A, B, C, D, E, F, G ou 500, 350, 600 mégajoules? C'est simplement un changement de balance, mais ça qualifie l'enveloppe. C'est avec quoi je vais mettre de l'énergie dans mon bâtiment. Et ça sera plutôt le CO2. Et là, est-ce que j'y mets une pompe à chaleur? Est-ce que j'y mets du solaire? Est-ce que j'y mets du mazout? J'y mets du gaz? Et puis forcément, ça va nous donner cet autre indicateur. On voit bien en termes de politique publique, de législation, c'est vraiment ces deux choses qui vont être prises, l'intensité et les émissions de CO2. Donc là, nous, effectivement, très bonne question sur les indicateurs. Et si la conférence s'appelle la jungle des standards, c'est que nous, on voudrait bien, s'il n'y en avait qu'un, ce serait beaucoup plus facile. Quand on vous rend très attentif, attention, quand vous voyez, je ne sais pas, Publica, la caisse publique de la Confédération, qui dit qu'ils sont à 7 kg grammes de CO2 par mètre carré et que d'ici 2030, ils seront en dessous de 5. Si vous comparez votre parc aujourd'hui avec les indicateurs signataires, que vous êtes à 14 ou à 22, vous dites mais c'est pas possible, quoi. Comment est-ce qu'ils font? En plus, c'est la caisse de la Confédération. Ils ont pris une manière de calcul, ils ont pris une autre balance, une manière de faire, et déjà ça va être très très important que tout le monde soit équilibré, qu'on parle au moins le même langage, donc qu'on cite les sources, et selon quel axe, selon quelle valeur je me présente à vous, public, en disant voilà moi ce que j'ai pris comme valeur à l'intérieur. Donc là aussi, il va falloir clairement que ça se simplifie. Alors nous, pour l'instant, nous, on n'a pas, on n'a pas de chapelle sur lequel on se dit il faut faire ci, il faut faire comme ça. Il y a plusieurs méthodes. En tout cas, on vous permet, que ce soit avec vous, soit avec nous, d'avoir toutes les méthodes à votre disposition. Elles sont toutes calculées, vous pouvez choisir et à partir de là, de vous comparer selon l'axe ou selon la valeur que vous voulez dans cette partie-là. Puis pour aller encore plus loin, vous avez vu que dernièrement, on a fait une communication, on a un partenariat avec Epicure et Estia. Donc aussi là, même la source des travaux, le calcul et surtout le scope 3 dont on parlera bientôt, on en a parlé rapidement, donc c'est maintenant les émissions de CO2 liées à la transformation, à la rénovation, va être pris dans l'outil signataire et vous aurez toutes ces valeurs pour choisir et voir qu'est-ce que vous allez prendre comme élément, parce que la question de monsieur, ce qui était de savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre en premier, on va aussi avoir maintenant du coup, peut-être que c'est plus intéressant de mettre une pompe à chaleur financièrement, mais par contre, ça coûte beaucoup plus cher en termes de CO2 et d'investissement. Donc là, il y aura une nouvelle valeur qui va vous arriver. En tout cas, moi, je trouve que si on regarde le verre à moitié vide, tout ça semble bien compliqué. On est encore bien loin des objectifs. Le mur se rapproche, ça coûte cher, c'est compliqué. Puis moi, je veux dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même plus de 100 personnes dans cette salle qui viennent, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de faire bouger les choses, qui veulent s'informer, que l'air de rien, entre les politiques, les subventions, on arrive à trouver des manières de passer, d'avancer. Et ça, en termes de conclusion, moi, je pense que c'est ça la bonne nouvelle. Et qu'entre les professionnels de l'immobilier, les gérances immobilières, les bureaux d'architecture, les sociétés telles que nous, de conseil, et tous les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage qu'il y a ici, de toute façon, c'est en y allant tous, en serrant les coudes, qu'on va pouvoir y arriver et faire bouger ces fameux 1% de rénovation
dont parlait Angelo tout à l'heure. Voilà. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un. Merci beaucoup d'être venu ici dans cette matinée. On a respecté l'horaire. Il y a encore un café à disposition. Vous avez encore le temps de discuter, de poser des questions. On vous remercie beaucoup pour cette matinée et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.